Bonjour à tous. Voilà, désolé pour l'attente. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Merci beaucoup aussi à l'organisation de cet événement. Moi, en fait, je suis là aujourd'hui pour vous parler donc, de ce que j'appelle la science de la gamification et du serious gaming, la science du jeu très globalement, et sa potentielle application au secteur en fait, de l'éducation nutritionnelle et du changement de comportement, et plus particulièrement du comportement alimentaire dans mon cas. Donc, juste pour vous présenter rapidement, je vais vous introduire de manière très générale qu'est-ce que la science du jeu, telle que je l'appelle, la science de la gamification et du serious game, pour voir ensuite quels construits en fait, peuvent se retrouver éventuellement dans l'éducation nutritionnelle et le changement de comportement alimentaire, pour voir ensuite justement comment on peut faire le lien et espérer changer les comportements grâce au jeu. Et je finirai par vous présenter en fait une initiative, l'initiative COAM que j'ai développée dans le cadre de ma thèse CIFRE. Donc la thèse CIFRE, c'est-à-dire que je réalise ma thèse dans l'entreprise Nutrikeo Consulting, qui est une agence de conseil en stratégie nutrition, et qui donc fait la recherche sur l'e-nutrition, donc l'éducation alimentaire grâce au digital et notamment aux jeux vidéo. Donc, qu'est-ce que la science du jeu ? Avant de commencer, quelques définitions très rapides que certains connaissent déjà, mais pour clarifier, il faut bien différencier les gamifications, serious gaming et serious modding. On parlera plus particulièrement des deux premiers aujourd'hui, mais la gamification, c'est tout simplement l'utilisation en fait, de mécaniques propres aux jeux vidéo, à une activité non ludique de base. Par exemple, un professeur qui décide de récompenser ses élèves s'ils répondent bien. Voilà, on a gamifié le cours, tout simplement. Le serious gaming, là où on part du jeu, on développe vraiment un jeu de zéro à des fins sérieuses, entre guillemets, c'est-à-dire pédagogiques, formatives, etc. Donc là, on part du jeu et on le développe pour le sujet sérieux, non ludique. Et ensuite, le serious modding, c'est le détournement d'un jeu existant pour justement à des fins pédagogiques, comme là par exemple certains connaissent sûrement Minecraft. Minecraft qui est un jeu, même ceux qui connaissent pas bien, on voit souvent des screenshots, enfin des images de ce jeu-là. C'est un jeu très pixelisé, un peu l'ambiance rétro, où on peut construire des choses, détruire des choses, etc. Et ben, des professeurs d'architecture par exemple se sont servis de ce jeu-là pour mener leur cours d'architecture, et voilà. Tous les élèves se retrouvaient dans le jeu et on pouvait, il faisait son cours virtuellement. SimCity aussi, par exemple, a été beaucoup utilisé pour des sujets liés à l'urbanisme, à l'écologie, etc. Donc, si je remonte un petit peu aux origines très rapidement, la légende veut, Hérodote surtout veut dans ses écrits, que c'est à l'époque des Lydiens que le jeu, la toute première forme de gamification, a vu jour. En fait, à l'époque, les Lydiens rencontraient une famine et leur roi Crésus, qu'on connaît un peu plus, rencontraient une famine, une énorme famine, et ils ont eu l'idée, grâce à des osselets, en fait, de créer un jeu de dés. En fait, ils ont décidé d'alterner en fait, entre des jours où ils jouaient et des jours où ils mangeaient. Voilà. Donc en fait, ils ont réussi à tenir comme ça, selon les écrits, 18 ans, pendant 18 ans de famine. Ils alternaient d'une part le jeu et d'une part manger, et du coup ils oubliaient les jours où ils jouaient, qu'ils devaient manger, etc. Donc ensuite on est passé par les jeux qui sont devenus publics, avec les jeux du cirque, etc. Pour le premier jeu qui a été développé par Atari en 1972, Pong, qui était un petit jeu de ping-pong en 2D à l'époque, et ensuite la notion de serious gaming qui est arrivée vers 2002 avec un jeu qui s'appelait America's Army, où c'est l'armée américaine justement qui avait développé un jeu de guerre pour recruter davantage de Marines. Donc première application sérieuse d'un jeu vidéo. Donc avant de parler un peu de changement de comportement alimentaire, il est nécessaire en fait pour comprendre un comportement, qu'est-ce qui le motive et donc quels sont les besoins. Donc là on quitte un peu la sphère du jeu vidéo global pour être un peu plus dans l'introspection de chacun. En gros la grande question, que recherche-t-on dans la vie, quel est notre but dans la vie ?
Maslow, il a développé, peut-être plus jongler, Maslow a développé une pyramide que certains connaissent sûrement, qui est la pyramide en fait de la motivation, avec qui établit en fait que chaque personne recherche différents niveaux en fait de besoins, à commencer par des besoins physiologiques, manger, boire, dormir, avec des besoins de sécurité, avoir un emploi stable, avoir une maison, des besoins d'appartenance. Est-ce que j'appartiens à une famille, à une communauté, besoin d'estime, est-ce que je suis reconnu, particulièrement en entreprise par exemple, et le besoin ultime d'accomplissement, de réalisation de soi. Sachant qu'un besoin donné ne sera visé, souhaité que si les besoins sous-jacents sont comblés. Ne parlez jamais à quelqu'un d'accomplissement, de réalisation de soi, même dans un jeu, hein, si au quotidien il galère à manger ou voilà, les besoins de base ne sont pas comblés. Donc ce qui nous amène en fait petit à petit à comprendre pourquoi l'homme joue aussi, parce que justement comprendre les besoins et ce qui motive l'homme va nous permettre de comprendre comment, grâce au jeu, on va pouvoir le driver vers des comportements donnés pour répondre à ses besoins primaires. Donc de l'homo sapiens à l'homo ludens. L'homo ludens, c'est un terme qui a été introduit par Johan Huizinga dans son livre du même nom. Et il amène une notion importante, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'homo sapiens, l'homme qui sait, d'homo faber, l'homme qui fabrique, qui travaille, et de plus en plus, il est important de prendre la notion aussi d'homo ludens, et de le mettre en perspective de toutes les autres facettes de l'homme, car le jeu peut véritablement participer à la culture, à la construction de la société, de la culture de l'homme. Donc, pour un peu comprendre comment le jeu, justement, peut interagir avec l'homme, il existe plusieurs théories de la motivation, car le jeu, vraiment, c'est sur ce point qu'il appuie, c'est la motivation humaine. Certains connaissent peut-être la théorie de l'amusement, ou la fun theory en 2009, qui avait été démontré par Volkswagen, enfin il avait introduit par Volkswagen, on va dire, avec quelques expériences sociales, notamment quelques expériences comme la transformation d'un escalier en touche de piano, donc on montait les marches et ça faisait du bruit, hein, littéralement, de piano. Et ils ont montré que justement les gens employaient beaucoup plus l'escalier que l'escalator, donc augmentation de l'activité physique, désengorgement des bouches de métro, etc. Même de la même manière, ils avaient développé une poubelle du tri sélectif du verre qui émettait des sons quand on jetait la bouteille, etc., on marquait des points. Donc là, ça met en exergue que cette fun theory, elle appuie sur des challenges, des construits très précis de gamification qui sont des challenges, de la récompense et des challenges, de la récompense et de la compétition, voilà, je vais lire avec les autres, et du feedback. Donc deuxième théorie importante, la théorie du flow, alors que certains connaissent peut-être, qui est vraiment une théorie centrale dans l'art du game design, on va dire, qui en fait dit qu'il existe un équilibre optimal d'expériences plaisantes, on va appeler ça comme ça, entre du défi, donc du challenge, et mon niveau de compétence. Si le jeu est trop simple pour moi par rapport à mes compétences, je vais tomber dans l'ennui. A contrario, si le jeu est beaucoup trop difficile pour moi, le challenge est beaucoup trop important, je vais être dans un état d'anxiété et je vais abandonner aussi le jeu dans tous les cas. Et quand il développe un jeu vidéo, l'enjeu justement d'être dans cet état dit de flow, hein, qui avait été développé par le psychologue du nom que vous voyez à l'écran, hein. Je me suis entraîné à dire pourtant, mais voilà, bref. Et donc voilà, ce psychologue, il a créé cette théorie-là. Et donc si on arrive à rester dans cet état de flow pendant toute l'expérience de jeu, hein, parce qu'on parle de jeux vidéo, mais ça s'applique le flow à plein de choses, au développement personnel, dans la vie de tous les jours, et ben justement on va arriver à quatre éléments fondamentaux qui sont justement la perte de notion du temps. Donc vous avez l'impression que le temps file, hein, des choses que vous pouvez expérimenter, j'imagine qu'il y a beaucoup de gamers dans la salle, que le sentiment de contrôle absolu, c'est-à-dire vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez le jeu, vous avancez, le niveau de challenge il est bien, il y a un niveau difficile à atteindre, je l'atteins, voilà, je vais au suivant, etc.
Donc ensuite le sentiment de bien-être en fait et de concentration totale, vous êtes à fond, vous prenez du plaisir, vous êtes en plein dans de la motivation qu'on appelle intrinsèque, vous faites l'activité pour le simple bonheur de la réaliser, vous jouez pour jouer, voilà, etc. Donc voilà, ces principaux construits-là. Et donc motivation intrinsèque, ça a été introduit par une autre théorie, qui est la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan. Qui stipule en fait que l'homme recherche trois choses principales dans sa motivation, qui est le sentiment de compétence, voilà, j'excelle dans ce que je fais, je suis compétent, le sentiment d'autonomie, de libre arbitre, de libre décision, d'accomplissement, ce que j'accomplis a du sens, et le dernier qui est l'appartenance sociale, la relation à l'autre, j'appartiens à quelque chose, il y a un lien social qui se crée. Et ces trois construits, justement, sont renforcés par des éléments de gamification dans tous les jeux auxquels vous pouvez jouer, que ce soit par rapport aux points, aux badges, au classement et aux graphes de performance que vous avez souvent en feedback au cours de vos parties, qui là vont renforcer votre sentiment de compétence. Voilà, je suis bon, je gère, j'ai réussi à faire la quête, j'ai fait un epic win, etc. Je l'ai détruit en moins de 10 secondes, etc. Là, vous êtes content. Ensuite, votre sentiment d'autonomie, justement, va être renforcé par le scénario et par l'avatar que vous allez créer. Vous allez mettre du temps à personnaliser. Alors, peut-être pas tous, hein, mais voilà, vous allez mettre du temps à personnaliser votre personnage. Je vais lui faire une coupe, une belle frange, des trucs comme ça. Ça va renforcer votre sentiment d'autonomie. Voilà, je fais ce que je suis libre dans le jeu. Et enfin, les autres joueurs, les PNJ, donc les joueurs, personnages non joueurs, donc que ce soit des personnages réels, online ou virtuels, vont alimenter mon sentiment d'appartenance et de lien social. Alors il y a une personne, un grand spécialiste de la gamification qui s'appelle Yukai-Chu, pour continuer dans les prénoms sympas. Yukai-Chu, qui est sûrement fan de Pokémon, j'imagine, a été plus loin. Et a décidé de repenser un peu tout cela et d'aller beaucoup plus loin que tout ce qui est badge, feedback, enfin voilà, des choses très basiques mais qui sont essentielles à la gamification, pour montrer qu'il existe 8 en fait, grands facteurs motivateurs lors de l'expérience de jeu, qui sont le meaning, donc c'est-à-dire est-ce que ça a du sens ce que je réalise, donc vraiment le sentiment d'être l'élu pendant qu'on est en train de jouer. D'empowerment, c'est-à-dire de compétence, justement, je deviens de plus en plus fort, là je peux vraiment exercer ma créativité au cours du jeu. L'influence sociale, donc ça on l'a déjà vu, de créer du lien avec les autres, j'interagis. La notion d'imprédictible, donc là c'est un des grands facteurs de l'addiction au jeu vidéo, c'est que justement l'envie de savoir ce qui va se passer après. Donc là on est en plein dans le scénario à nouveau, dans l'immersion du game design, l'envie de savoir qu'est-ce qui m'attend. A contrario, l'évitement, là c'est justement, je vais adopter un certain comportement dans le jeu parce que je ne veux pas qu'il se passe telle situation. Donc parfois ça va être une stratégie, une stratégie pour motiver le joueur, de le mettre dans une situation où il ne va pas vouloir qu'une situation arrive et du coup il va chercher à l'éviter. Ensuite, notion de rareté, on le sait tous, on veut ce que l'on n'a pas. Donc j'arrive à une porte fermée, et je vais chercher pendant 3 heures comment rentrer par cet endroit-là, même si à la base j'ai même pas le droit d'y aller. Je vais chercher telle arme dans le jeu, je vais chercher à obtenir le bouclier suprême de je sais pas quoi, parce que c'est stylé et parce que j'ai envie de l'obtenir. Donc je vais passer 3 heures à chercher comment on fait pour l'obtenir. Voilà, c'est ce sentiment de ne pas avoir d'avoir ce que l'on n'a pas. Et ensuite, justement, le sentiment de possession, qui est complémentaire, c'est justement le plaisir de posséder. Il y a des gens qui vont passer 3 heures de jeu à récolter toutes les fleurs du champ parce que c'était une quête secondaire que personne ne connaissait. Bref, voilà, parce que c'est un truc à remplir. Et d'accomplissement, on l'a vu aussi, c'est justement ce sentiment de se réaliser dans le jeu, d'accomplir des choses qui ont un sens. Donc ce qui nous amène en fait au fait que bien que tous ces construits soient des facteurs motivationnels, chaque joueur n'a pas le même profil, ne va pas rechercher la même chose dans un jeu. Et là on arrive doucement vers la notion de changement de comportement et d'orientation. On ne va pas choisir la même stratégie de mécanique de jeu, de gameplay, en fonction du type de joueur et de l'objectif que l'on s'est fixé
pour ce joueur. Donc la classification de Bartle est assez sympa pour ça. Il y a deux axes en fait, performance, émotion et communauté contenu, qui nous dit qu'en fait, par exemple, en fonction, si un jeu est plutôt orienté performance et contenu, on va être dans le jeu de rôle, et inversement, si on est plutôt communauté et émotion, on va être dans un jeu dit de coopération. Et en même temps que ces différentes mécaniques de jeu se dessinent, il y a différentes typologies de joueurs qui se dessinent également. Donc là, vous pouvez rapidement, pour ceux qui jouent, essayer de voir dans quelle catégorie vous vous situez. Mais par exemple, des killers vont être à fond sur la performance et la communauté, c'est-à-dire je joue avec les autres, mais j'ai envie de les battre, j'ai envie d'être le premier. À l'opposé, quelqu'un qui recherche plutôt du contenu et de l'émotion va être dans le storytelling et va être qualifié plutôt d'explorer. Lui, il va aimer se balader, il va aimer pas forcément faire la quête principale, il va regarder le décor, il va chercher à aller fouiller ce qui est possible ou pas dans le jeu. Et donc voilà, en fonction de l'objectif que vous avez pour le joueur, par exemple, si vous voulez créer de l'attachement émotionnel, vous allez plutôt aller vers du storytelling. Si vous voulez vers de l'accomplissement d'un objectif ou de former quelqu'un à travers un jeu, on va plutôt être dans le jeu de rôle, ce qui se fait beaucoup en entreprise, par exemple pour les serious games, qui sert à former les salariés. Donc voilà. Et donc ce qui nous amène aussi à la notion de serious game. Donc serious game qui veut dire donc jeu sérieux. Le premier, je vous l'ai dit, était un jeu America's Army. Le jeu sérieux, il a pour vocation justement de remplir un objectif sous-jacent fixé par le développeur, qui, par exemple pour moi aujourd'hui, est l'apprentissage et l'apprentissage nutritionnel plus particulièrement. Donc qu'est-ce qui fait que le jeu vidéo est si puissant pour cela? Donc c'est Julien Alvarez qui nous expose ces grands critères. Julien Alvarez, qui est un grand spécialiste du serious game en France, car les jeux vidéo nous permettent avant tout, on l'a vu avant, d'engager et de motiver véritablement les apprenants plus que la plupart de tous les outils à disposition. Et il nous permet ce droit magique à l'erreur, c'est-à-dire que dans un jeu vidéo, vous pouvez, vous le savez, perdre. Et le droit à l'échec est vraiment très important dans l'apprentissage, ce qui ne se produit pas souvent, pas assez, parfois dans des situations d'apprentissage classiques à l'école, etc. Donc le jeu vidéo, vous pouvez perdre une fois, deux fois, trois fois, vous allez apprendre, vous allez ajuster votre stratégie jusqu'à petit à petit vous former et adopter le comportement optimal pour l'atteinte d'un objectif donné. Ensuite, la différenciation pédagogique veut dire que nous ne sommes pas tous les mêmes apprenants. Au sein d'une classe, certains sont plus lents, d'autres plus rapides, et malheureusement, le prof a une seule et même, souvent a un rythme à tenir, et ne peut pas accorder la même attention à tous. Le jeu vidéo nous permet par exemple à quelqu'un qui aura besoin d'échouer 100 fois, d'échouer 100 fois. Quelqu'un de réussir du premier coup, de réussir tout de suite, et ainsi de suite. L'approche collaborative nous dit que là, justement, c'est le fait de jouer ensemble, que ce soit de la coopération, de la compétition, nous permet d'atteindre les objectifs plus facilement. Et certains qui ont déjà réussi l'objectif vont pouvoir aider ceux qui arrivent le moins bien, etc. Même en classe, l'utilisation d'un serious game en classe a montré de très bons résultats. Le phénomène de transfert, là aussi c'est un phénomène un peu magique qui justement il a été démontré qu'un comportement adopté dans le monde virtuel aura plus de chances d'être reproduit dans le monde réel. Donc selon Winnicott, qui est un grand spécialiste et qui a écrit le livre Jeux et réalité, en fait, quand on est face à l'expérience ludique, il se développe une espèce d'espace potentiel, il l'appelle comme ça, où justement il se crée une relation homme-machine, dans laquelle il peut justement se passer n'importe quoi dans cet espace dit transitionnel où on n'est pas totalement dans l'espace subjectif, c'est-à-dire où c'est moi l'espace subjectif où c'est moi qui apporte mes propres jugements à l'outil, ni non plus dans l'espace totalement objectif du jeu, c'est-à-dire l'outil en soi. On est dans un espace, en fait, une union, sans entrer dans le détail, on est dans un espace où il se crée une union et c'est dans ce phénomène d'interaction que peut s'injecter des contenus pédagogiques, s'injecter des messages et voilà, et atteindre notre objectif. Donc voilà, pour continuer, on prend un peu de recul sur le jeu et on va voir un peu fouiller qu'est-ce qui se passe du côté de l'éducation nutritionnelle pour voir si on y retrouve un peu des construits semblables.
Très brièvement, aujourd'hui, les pathologies dites nutritionnelles, que ce soit l'obésité, les diabètes, etc., ne reculent pas. Au contraire, ça progresse malheureusement encore beaucoup, avec les derniers chiffres qui nous montrent qu'un Français sur deux aujourd'hui est malheureusement en surpoids. Voilà, donc surpoids qui a un IMC à peu près supérieur ou égal à 30. Pour cela, il y a eu des programmes qui ont été mis en place en France. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le programme national nutrition santé, PNNS, qui est surtout connu pour ses messages limite proches de l'harcèlement, qui sont les 5 fruits et légumes par jour, les ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, malheureusement qui sont des messages très importants, pour les défendre quand même. Mais voilà, malheureusement, ces contenus se sont montrés pas assez engageants, trop vieillissants, et pas toujours adaptés à la cible qui a besoin de changer son comportement. Un comportement alimentaire, très rapidement, il se divise en 4 grandes étapes. L'approvisionnement quand vous allez acheter la nourriture, le stockage chez vous, la préparation quand vous cuisinez et la dégustation seule ou à plusieurs. Et ces 4 grandes phases sont déterminées à la fois par des éléments technico-économiques, c'est-à-dire c'est vraiment du matériel, ou les routines que vous mettez en place au quotidien. Tous les matins, je sais que je mange à ma chaise préférée avec mon bol Bob l'éponge, etc. Et il y a aussi des déterminants psychologiques. Donc là, c'est plus des choses liées à vraiment à l'alimentation pure, hein, la cognition de l'alimentation. Donc par exemple, la valeur symbolique, par exemple, qu'ont les aliments pour vous. Peut-être que pour vous, manger des protéines, c'est symbole d'être hyper fort, et du coup, changer le comportement alimentaire, enfin l'habitude alimentaire de quelqu'un comme ça peut être dangereux parce qu'on lui enlève son identité, en fin de compte, si on lui dit de supprimer les protéines, par exemple. Là qui est très important. Déterminants sociaux, de la même manière, le repas est un facteur de sociabilité très important. De faire changer de comportement alimentaire quelqu'un va peut-être l'exclure d'une communauté auquel il appartenait, ou voilà, faire changer un vegan, par exemple, va l'exclure de sa communauté végane qu'il avait. Enfin, du coup, il peut se sentir isolé. Enfin, il y a plein beaucoup de choses à tenir compte. On ne peut pas changer un comportement du jour au lendemain. Isabelle Contento, qui est spécialiste de l'éducation nutritionnelle et comportement alimentaire, va plus loin. Alors, je ne vais pas vous détailler, je vous rassure, mais c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup plus de facteurs que l'on croit qui déterminent les comportements alimentaires. À la fois à travers vraiment des facteurs biologiques, voire même génétiques, hein, qui vous prédisposent à aimer tel ou tel aliment, à sentir plus ou moins le sucré, etc. Des éléments plus liés à votre psychologie, la manière dans le cercle jaune par exemple, dans la manière dont vous percevez l'alimentation. Est-ce que pour vous ça a un sens de manger bien ou pas bien? Est-ce que ça vous motive? Est-ce que vous avez les connaissances ou pas nécessaires aussi pour savoir comment mieux manger? Et quelles sont vos normes sociales aussi? Les normes sociales, c'est est-ce que ma famille, depuis toujours, m'a inculqué le fait que bien manger c'est important ou on s'en fout? Voilà, c'est ça les normes sociales. Ça va être très difficile de faire changer le comportement d'un enfant si depuis toujours dans sa famille c'est pas quelque chose d'important et de bien manger, voilà, de se prendre la tête avec ce sujet-là. Et ensuite il y a une sphère plus environnementale où là on est au stade justement de la publicité, des politiques mises en place, la fixation des prix des produits, voilà, toutes ces choses qui sont un peu plus dures à gérer pour un éducateur nutritionnel, mais qui ont leur importance aussi et qu'il faut prendre en compte. Donc pour mettre en place en fait un outil d'éducation nutritionnelle efficace, hop, je dépasse un peu. Éducation nutritionnelle efficace, il faut 3 grands éléments qui sont une composante motivationnelle. Donc là, on commence déjà à recouper un peu avec le jeu vidéo. Et il faut mettre en place un outil d'abord qui va vraiment renforcer votre attitude par rapport à ce comportement-là. L'attitude, ça veut dire c'est la manière dont vous percevez un comportement. Est-ce que oui ou non, je perçois que c'est bien que je change ce comportement? Et ensuite, une composante liée à l'action. Donc là, ça va être beaucoup plus de la planification d'objectifs, comment concrètement je passe à l'acte. Et ensuite, une composante environnementale. Il faut que l'environnement vienne supporter toutes ces choses que j'ai mis en place, au sein de la famille, au sein de l'État, au sein de l'école, des différentes sphères communautaires. Donc concrètement, comment je change les comportements grâce aux jeux vidéo? C'est justement en faisant le lien entre cette stratégie de mise en place de politique d'éducation nutritionnelle et toutes les composantes motivationnelles qu'on a vues grâce aux jeux vidéo. Car il existe beaucoup de construits et de notions sous-jacentes qui sont communes à tout cela. Et pour cela, il y a ce qu'on appelle des théories comportementales qui sont développées pour s'intéresser soit plus
à la dynamique motivationnelle, soit plus au passage à l'acte. Par exemple, très rapidement, ce qu'on appelle le Health Belief Model, qui est un des plus utilisés en changement de comportement lié à la santé, s'intéresse au fait que pour changer un comportement donné, il va falloir agir sur 4 construits en amont, qui sont la perception des bénéfices et des barrières en fait, face à ce comportement. Par exemple, manger 5 fruits et légumes par jour, est-ce que je sais quel est le bénéfice pour moi ou pas ? Est-ce que je suis conscient aussi des barrières ? C'est-à-dire c'est difficile peut-être pour moi d'aller acheter des fruits et légumes, de les préparer, etc. Ensuite, de la menace perçue, hein, c'est-à-dire le risque et ma susceptibilité d'être exposé à ce risque. Est-ce que pour moi, en fin de compte, c'est risqué que je ne mange pas 5 fruits et légumes par jour ? Voilà. Si je m'en fous, je ne suis pas prêt de changer de comportement. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça dépend de chacun. Et ensuite, ce qui est très important, c'est la notion d'auto-efficacité, d'efficacité personnelle, qui est une notion qui est directement liée à la motivation intrinsèque qu'on a vue plus tôt, sur lequel le jeu vidéo va vraiment agir de manière très très puissante, qui est justement le sentiment de compétence. Est-ce que je vais arriver à manger mes 5 fruits et légumes par jour ? Est-ce que je me sens capable de faire ça ? Là, c'est très très important comme notion. Et les cue to action qui sont des déclencheurs. Donc là, je vais amener plein de petites stratégies comportementales, que ce soit des petits messages, par exemple sur des petits messages pop-up, sur mon iPhone, toutes les petites notifs que vous recevez, viens saisir, je ne sais pas ce que vous utilisez, mais par exemple si c'est un jeu, tu viens de recevoir telle ou telle récompense, viens vite la chercher, etc. Ça, c'est des déclencheurs qui vous poussent à changer votre comportement. Il y a des modèles qui s'intéressent plus au passage à l'acte, comme par exemple le modèle de Prochaska qui lui nous dit qu'un passage à l'acte va passer à travers différentes formes, de la pré-contemplation, c'est-à-dire un stade où vous vous en fichez complètement de changer de comportement, vous n'êtes pas du tout sensibilisé au sujet, à un stade de contemplation où vous êtes un peu plus sensibilisé mais vous ne pouvez pas changer tout de suite, la préparation où vous préparez à changer, et etc. Passage à l'acte, maintien, rechute, parce que justement ça arrive la plupart du temps. Et vous rentrez dans une sorte d'ellipse comme ça où on va devoir adapter différentes stratégies en fonction du stade où vous vous trouvez. Donc là, voilà, c'est un exemple de théorie comportementale à ce niveau-là, qui est utilisé en éducation nutritionnelle souvent. Là, je ne vous détaille pas ça, mais c'est pour vous donner un exemple en fait, d'un serious game qui a été l'un des premiers à montrer des résultats positifs aux États-Unis, à l'université de Houston, développé par Baranowski et Thompson, qui s'appelle Squire's Quest, donc un jeu un peu dans d'heroic fantasy dans le milieu médiéval, où là justement on est en plein dans une théorie comportementale du passage à l'action qui s'appelle l'implémentation d'intention. C'est concrètement, je me fixe des objectifs et je détermine des plans d'action, c'est-à-dire j'adopterai ce comportement, où, quand, comment, voilà. Le fait de planifier son comportement va nous aider à passer à l'action. Et donc dans ce jeu-là, en fait, ils prévoyaient combien ils allaient manger de fruits et légumes et comment, à telle date, voilà. Et ils identifiaient les barrières, ils cherchaient des solutions à telle barrière, comment arriver à manger 5 fruits et légumes par jour. Et justement, ce jeu a réussi à montrer une augmentation significative de la consommation des fruits et légumes chez les enfants. Donc résultat très prometteur pour ce serious game-là. Je vous présente très rapidement pour conclure, et désolé du petit dépassement, c'est l'initiative Quam. Je switch directement sur une petite vidéo. En fait, au sein du Trikeo Consulting, justement, on a mis en place une intervention d'éducation nutritionnelle qui s'adresse à la fois aux tout petits avec des petits serious games très rapides pour apprendre les bases de l'équilibre alimentaire, de la composition des repas équilibrés, où ils doivent planifier leurs repas, pareil, ils doivent composer leur plateau, acquérir les bases de l'équilibre alimentaire. Là, par exemple, ils doivent aller composer la liste de leurs courses et apprendre où se situent les différents produits dans le supermarché. Pour les adolescents, on a créé un serious game en fait beaucoup plus poussé dans un univers un peu à la Zelda d'Heroic Fantasy, où le bonhomme se promène dans l'univers, accomplit des quêtes, peut parcourir son grimoire magique, où il aura des fiches pédagogiques sur l'alimentation, et dans ce jeu, il composera en fait des paquets de cartes, donc un peu comme Pokémon, il posera ses cartes en fait sur l'ennemi, et son but c'est d'équilibrer les compteurs de l'équilibre alimentaire pour combattre le monstre. Voilà, pour les adultes, on a développé une application de saisie alimentaire gamifiée avec des quiz, des challenges qui aident en fait l'utilisateur à atteindre les recommandations nationales des 3 produits laitiers par jour, justement des 5 fruits et légumes, mais concrètement en lui expliquant comment il peut faire et de manière ludique avec des petites jauges, des compteurs, des points. Et en fait, justement,
le gain de ces points se font dans tous les modules, à la fois pour les plus petits, pour les adolescents et pour les adultes. Et ces points sont ensuite convertibles. Oui, alors pardon, vous pouvez rentrer votre activité physique aussi, parce que c'est une des notions importantes du PNNS, c'est l'augmentation de l'activité physique. Donc ensuite, il y a les challenges que vous pouvez remplir et les quiz que vous pouvez compléter pour acquérir vos connaissances. Et tous les points que vous gagnez grâce à ces jeux sont ensuite gagnés au sein d'une tribu que vous pouvez faire avec votre famille. Et ces points sont convertibles en récompenses partenaires qu'on a développées autour du bien manger. Par exemple, Bio c'est bon vous offre un panier repas, un panier équilibré. Donc on a vraiment gamifié à la fois au niveau individuel et au niveau familial, de manière intrinsèque et extrinsèque, pour vous la faire courte, et donc créer un modèle vraiment qui s'intéresse aux différents niveaux que l'on a vu tout à l'heure d'éducation nutritionnelle et qui appuie directement sur les construits motivateurs à cheval entre les mondes du jeu et les mondes de l'éducation nutritionnelle et du changement de comportement alimentaire. Donc voilà, désolé d'avoir dépassé un petit peu, et je finis juste sur justement, merci encore pour l'événement, et que Montaigne nous disait déjà justement que le jeu devrait être considéré comme l'activité la plus sérieuse des enfants, et j'en suis convaincu, et je pense que grâce au jeu, on peut vraiment changer beaucoup de choses, voir le monde, à mon échelle, en éducation nutritionnelle. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.